On retourne à Kherson, alors ça va être un long trajet puisqu'on aura aller-retour environ 2000 km et ça risque d'être assez dangereux à Kherson. Toute cette partie a été libérée et ici c'est une partie qui est encore occupée. Donc la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libérée, c'est tout simplement le fleuve du Dnipro et nous on va livrer directement ici. Mais avant, il faut aller faire le plein d'aide humanitaire dans nos différents entrepôts. Tu viens avec nous? Allez, c'est parti. Все показывать, куда що їде. Окей. On prépare, demain on part pour Kherson. Donc là on a énormément de nourriture, on va à notre entrepôt maintenant. On va compléter avec de l'hygiène, etc. Parce que le problème de la nourriture c'est que c'est lourd. Et donc on peut pas être en surpoids, donc on va tout mieux remettre, on va compléter avec d'autres choses. On est arrivé dans notre entrepôt et désormais on va charger avec principalement des choses plus légères. Comme je l'ai dit, on a déjà pas mal de nourriture et c'est assez lourd. Donc on va prendre du médical et surtout pas mal d'hygiène. Donc hygiène, c'est couches, dentifrice, etc. Parce qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont restées là-bas et d'enfants. Donc ça va être utile. Ça c'est pour Lucas pendant la route. Salut, on est le 12 mai. Hier, on a chargé notre fourgon de nourriture, de médical, d'hygiène et de quelques fauteuils roulants, etc. Et là, on part direction Kherson avec mon ami Lucas. Comme la route est longue, aujourd'hui, on va faire vivre Odessa. On va dormir à Odessa. Demain, on va aller à Kherson livrer tout ça et on revient tranquillement. Donc voilà, c'est parti. Tu viens avec nous ? Voilà, on est arrivé à Odessa. Odessa, nous voilà. Près de vous, merci. Salut Lucas. Ça tire un peu là. Il est 6 h du matin, on est toujours à Odessa et là on part direction Kherson. On a environ 3 heures de route, on va faire une pause à Mykolaïv avant d'aller plus loin. Mais avant, on va remettre de l'eau parce que ce véhicule va très très bien, mais il bouffe beaucoup d'eau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses d'Odessa? On n'a pas eu le temps de visiter beaucoup, mais c'est joli de nuit. Le centre d'Odessa. Sous alerte au bombardement. On vient de passer Mykolaïv et là on se dirige à Kherson. Il n'y a pas grand monde sur les routes, hein. On vient de rentrer dans Kherson. On est bien arrivé au lieu indiqué, on attend notre contact sur place pour décharger.
On est bien arrivé à Kherson, dans l'entrepôt de nos contacts, où on livre toute votre marchandise. D'accord, je cours. Donc voilà l'entrepôt à Kherson, on vient de tout livrer avec notre ami Victor, présent ici. Donc voilà, tout se trouve ici, on a des fauteuils roulants, des cannes, des déambulateurs, des couvertures, on a beaucoup d'hygiène de médical et on a de la nourriture. Donc merci à tout le monde pour ces dons qui vont être très très utiles ici parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo, ça bombarde constamment. On est là depuis peut-être 2 heures, il y a eu peut-être déjà, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine d'explosions. Donc il y a pas mal de gens qui sont revenus ici. Victor me disait qu'à peu près 15% de la population est revenue, ce qui est pas grand chose, mais ça fait quand même du monde. Et donc ces personnes, faut les nourrir. Malheureusement, il n'y a plus de travail, plus rien. C'est pourquoi c'est très très utile. Donc merci à vous pour tous ces dons. Et juste là, c'est le fleuve du Dnipro, et juste derrière, il y a les Russes qui tirent constamment, donc on est vraiment pas loin, on doit être à peut-être 1 km maximum des Russes. On reprend la route direction Odessa, parce que c'est quand même assez dangereux de rester ici. Et voici le Dnipro, le fleuve du Dnipro qui se trouve juste ici. Et de l'autre côté, c'est les Russes. Ce sont les Russes. Nous sommes sur la route du retour entre Kherson et Mykolaiv. Donc comme à chaque fois à Kherson, c'est assez intense parce qu'il y a énormément de bombardements, de tirs de mortier, d'artillerie, de grades, je sais plus comment on dit en français grades, enfin bref, il y a beaucoup de tirs d'artillerie. Comme les Russes se trouvent juste de l'autre côté du fleuve du Dnipro, donc c'est pourquoi c'est assez dangereux. Et on a été assez étonnés parce qu'on était là il y a 2 semaines, il y a 2 mois plutôt. Et il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, voilà, tout le monde se terrait un peu, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a vu plein d'enfants dans les parcs, qui se promènent, etc. Malgré le fait qu'on est resté là, je sais pas, peut-être 2 heures, maximum 3 heures peut-être, il y a eu au moins 50 tirs d'artillerie quand on a entendu au loin, ou même des fois de près. Donc pour dire la situation, le danger de vivre sur place. On a bien parlé avec notre ami Victor, alors j'ai pas bien pu filmer parce que la raison elle est simple, c'est que Victor il a vécu toute l'occupation russe du début de la guerre. Grâce à leur instinct de survie, ils sont assez parano sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc ils essaient de ne pas laisser de traces écrites, etc. Parce qu'on nous avait bien dit qu'à l'époque, c'est Henri qui m'avait dit ça, qu'à l'époque de l'occupation, il suffisait que tu mettes quelque chose sur un WhatsApp, Telegram, Viber, n'importe quoi, contre Poutine ou contre le régime russe pour soutenir l'Ukraine, et tu partais direct dans les câbles, et là, malheureusement, tu étais torturé, tu avais très peu de chances d'en sortir, et c'est pourquoi même encore aujourd'hui que Kherson est libéré à moitié, ils ont encore cette parano, cette peur de la vidéo, des réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas super simple de faire des vidéos, etc. Mais en off, il nous a raconté un peu l'histoire sur place durant l'occupation, donc c'était vraiment très délicat. Il disait que vraiment il suffisait que tu parles ukrainien, que tu mettes quelque chose en faveur de l'Ukraine, etc. Tu partais directement dans les caves. C'est vraiment le terme pour dire tu pars dans les caves, ça veut tout dire tu vas te faire torturer. En fait, il y a de grandes chances que tu n'en ressortes jamais des caves. Voilà, il nous a dit qu'avant la guerre, il y avait environ 300 000 personnes qui vivaient à Kherson. Désormais, il y a énormément de personnes qui sont parties, principalement à Mykolaiv,
à Odessa et aussi beaucoup de personnes qui ont fui, qui sont toujours en Europe. Mais il nous a dit que récemment, environ 15% de la population est revenue, donc surtout des personnes âgées, mais aussi on a vu pas mal d'enfants et c'est pourquoi les aides humanitaires sont très utiles ici, parce que malheureusement, à cause des bombardements et tout ça, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas de travail sur place, donc les gens n'ont pas de salaire. C'est logique et donc ils ont des difficultés à acheter à manger, etc. Et encore une fois, il y a aussi beaucoup de populations âgées qui restent sur place et là aussi ils n'ont pas les fonds pour s'acheter à manger. Donc c'est pourquoi tout ce qui est hygiène, nourriture, médicale, etc. Ça va être très très utile sur place. Il nous a dit qu'il y avait encore des hôpitaux qui étaient en fonctionnement sur place. Malheureusement, beaucoup se sont fait bombarder, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de blessés chaque jour à cause des bombardements, donc il faut des endroits pour soigner les blessés. Par contre, il faut du matériel médical et là aussi ça va être très très utile ce qu'on a donné parce qu'on avait pas mal de médical. Donc voilà la situation, même si on a l'impression qu'il y a le soleil, que les gens sont dans la rue, etc., reste extrêmement intense à Kherson. Et il nous a dit que c'était un véritable enfer, et c'est les mots qu'il a envoyés, de vivre à Kherson, qui vivait tout simplement une loterie. Chaque jour c'est une loterie, on ne sait pas où ça va tomber, qui ça va toucher, qui va mourir, quand on va mourir, etc. Donc il vit vraiment d'une manière incertaine sous le signe de la loterie de l'artillerie russe. Nous sommes arrivés à Vinnytsia, il nous reste 5 heures de route pour arriver à Lviv, mais ça sera l'histoire de demain. Et on a trouvé un hôtel de luxe, 4 € la nuit, on a pour le prix. On essaiera de filmer tout à l'heure, ça va être sympa. Passer une bonne nuit, ça va être cool. Hôtel 5 étoiles. Tu aimes Lucas l'hôtel? Il a du chien. Et voilà, on est quel jour? Dimanche. Et on repart sur Lviv. Le centre-ville de Vinnytsia. On vient d'arriver à Lviv. Ça a été un long périple. Ça enregistre? Je sais pas. Heureusement qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà, on vient de rentrer. Où ça? À Lviv. On a parcouru beaucoup de kilomètres. Je crois qu'on va vérifier, mais je crois que Lviv-Kherson, ça doit être 1200 km, quelque chose comme ça. On va voir ça à l'instant. 933 km, donc on a parcouru environ 2000 km en 3 jours, donc ça fait beaucoup de kilomètres. En tout cas, on est super content parce que le fourgon qu'on nous a prêté a tenu le coup et consomme très peu de gasoil, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, pour faire le bilan de cette action humanitaire, en tout, on a fait 3 pleins. Donc, le premier plein de gasoil, 65 €. Le deuxième plein de gasoil, 65,47 €. Le troisième plein, 45,16 €. C'était pas tout à fait un plein. Le tout pour 175,63 €. Donc voilà, merci à tout le monde pour vos dons financiers, sans quoi toutes ces actions ne seraient pas possibles. Et si vous voulez souhaiter... ça va le faire. Et si vous souhaitez soutenir nos actions en Ukraine, toutes les informations pour savoir comment nous soutenir se trouvent directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. On retourne à l'entrepôt chercher des fauteuils roulants qu'on va distribuer via Nova Pochta, la poste locale à Zolochiv dans le nord de Kharkiv.
toi.